Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h50 sur Canal 2 International. Voici les titres à la une de l'actualité ce mardi soir. Journée mondiale des droits de l'homme, le 10 décembre, interroge la situation au Cameroun. Depuis le début de la crise sociopolitique qui sévit dans le pays, les indices de perception du respect des droits de l'homme virent vers le rouge dans de nombreux rapports rendus publics. Le 19h50 donne la parole aux acteurs. Double scrutin législatif et municipal du 9 février au lendemain de la publication des listes par Elecam. Un contentieux préélectoral se profile déjà à l'horizon entre grincement de dents, frustration et revendications. Le 19h50 vous propose les clichés et réactions dans différentes chapelles politiques avec le cas spécifique de l'UPC, parti historique au Cameroun qui a vu toutes ses listes rejetées. Bienvenue une fois de plus au 19h50 sur Canal 2 International. Nous démarrons ce journal avec un questionnement. Droits de l'homme au Cameroun, où en sommes-nous? À l'occasion de la commémoration de la Déclaration des droits de l'homme, plusieurs positions s'érigent tant pour admettre que le respect des droits de l'homme au Cameroun est perfectible, tant pour dénoncer un non-respect des droits de l'homme. Junior Ossin et Marius Kossou se sont posé la question auprès de quelques acteurs pour nous ce soir. Droits de l'homme. C'est un concept qui s'étend sur chaque aspect de notre vie. Le droit de l'homme, c'est un fourre-tout. S'il faut citer les ministères de notre pays, chaque ministère correspond à un droit de l'homme. Ça veut dire que chaque ministère devait mettre une politique de respect des droits de l'homme. Prenons un peu le ministère du Travail. Il devait mettre des actions pour promouvoir un travail décent. Un idéal en décrépitude au Cameroun, compte tenu des différentes crises que nous traversons aujourd'hui. Il y a des violations manifestes des droits de l'homme se traduisant par des arrestations arbitraires, des actes de torture, des actes de violence qui malheureusement conduisent à la mort aussi bien des militaires que des civils. Mais dans cette atmosphère de conflit, il y a mille et une manières au quotidien par lesquelles on observe une restriction des libertés des uns et des autres. Pour certains défenseurs des droits de l'homme, la situation est pourtant perfectible dans notre pays. D'une manière générale, notre point de vue, vous voyez que les abus sont en train d'être diminués. C'est vrai que dans une société, tout n'est pas parfait. Il y a encore des arrestations arbitraires, des détentions abusives, mais je pense que les juristes, les magistrats sont en train de faire des efforts pour respecter les droits de l'homme. La jeunesse a également un rôle à jouer, d'où le thème retenu pour cette 70e édition. Jeunes, unissez-vous pour vos droits. Et vous parlez de la jeunesse Junior Ossin, jeune, agissez pour les droits de l'homme. Voilà l'adaptation locale du thème de cette journée dans la région du Sud. Une invite pour la jeunesse à s'impliquer dans la promotion et la défense des droits de l'homme. Ambroise Foguet a vécu cette journée internationale dans la ville d'Ebolova. Voici son reportage. Il faut donner aux jeunes des moyens de mieux connaître leurs droits et faire valoir ceux-ci pour de nombreux bénéfices. Propos fort évocateur du haut-commissaire des droits de l'homme, pour une jeunesse vue dernièrement en première ligne lors des mobilisations populaires qui réclament des changements positifs. Youth, standing up for human rights. Toute personne a droit à la liberté des réunions et d'associations pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. L'antenne régionale sud de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés CNDHL, les organisations de la société civile et l'administration ont besoin, et c'est urgemment, d'accorder leur violon pour dire « Jeunes, agissez pour les droits de l'homme ». Il est évident que les jeunes aujourd'hui se sentent frustrés parce qu'ils estiment que leurs droits ne sont pas toujours respectés, ils ne sont pas écoutés. Vous avez vu ce qui s'est passé, par exemple, à Saint-Mélima ou à Ebolova ou en Vanga. C'est un cri de détresse des jeunes qui veulent être écoutés, qui veulent que leurs droits
soit respecté. La 71e journée internationale des droits de l'homme se célébrant cette année au Cameroun dans une atmosphère presque délétère. Le prétexte est idoine pour adresser au profit des jeunes du Sud le rôle crucial qui est le leur sur le chemin du respect des droits et libertés. Cette commission des droits de l'homme qui existe ici est là pour nous faire comprendre que les droits de l'homme sont inaliénables. Ils doivent être protégés par tout le monde. Il y a encore du chemin à faire. En matière de protection et de promotion des droits de l'homme et des libertés dans le Sud, c'est indéniable. Mais à l'endroit du CNDHL, et ce depuis 2013, significatif et substantiel, c'est le moins qu'on puisse dire, des progrès réalisés. Avec la publication des listes potentiellement éligibles pour le double scrutin du 9 février prochain, le processus continue de nourrir des frustrations et des incompréhensions au milieu de quelques postures satisfaites. Patrick Christian Dobo et Guy Fotso ont pris pour nous quelques réactions. Après la longue attente qui a précédé la publication des listes provisoires pour le double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain, les sentiments sont partagés au sein des formations politiques en fonction du verdict qui leur est adressé. Je ne suis que très content, surtout pour ceux des camarades, hommes et femmes qui ont bien voulu soumettre leur dossier. Je ne suis qu'un homme heureux, un parent heureux qui voudrait pour l'avenir montrer le chemin à ceux et celles qui viennent derrière moi pour que demain ils puissent prendre le Cameroun en main. Le cas spécifique de l'Union des populations du Cameroun, débouté dans toutes ses intentions au terme de cette publication, ne laisse pas indifférent les fractions qui s'opposent. ELECAM n'a pas la maîtrise des acteurs du processus électoral au Cameroun. Mais nous n'allons pas baisser les bras. Nous irons au Conseil constitutionnel pour que le droit soit dit. C'est une attaque de trop pour l'UPC, mais une attaque que nous saurons répondre avec du haut de nos 60 ans de bataille. Même le parti au pouvoir, fort de sa représentativité globale sur l'ensemble des circonscriptions qui remettent les mandats en jeu, ne peut prétendre avoir la sérénité au regard des clivages qui pointent à l'horizon. Il faut savoir que chacun militant du LDPC a une certaine popularité, a une emprise sur les militants, et qu'on sache que d'autres échéances arrivent, il n'y a pas que les municipales législatives. En attendant l'issue éventuelle du précontentieux électoral, le double scrutin du 9 février prochain déroule progressivement son champ, le joute nécessaire à l'agrémentation du jeu politique. Et vous l'avez évoqué en quelques mots, Patrick Christian Dobo, au lendemain de la publication des listes provisoires qui devront concourir lors du double scrutin. Les listes de l'Union des populations du Cameroun ont été rejetées à Edéa, dans la Sanaga-Maritime, comme partout ailleurs. Les deux tendances ont déposé leur dossier pourtant, et selon elles, des recours seront également déposés pour que soit rétablie la légalité. Christian Bock depuis Edéa pour plus de détails dans cet élément. Difficile pour les militants de l'Union des populations du Cameroun, à Edéa dans la Sanaga-Maritime, de comprendre que leurs listes déposées pour validation auprès de l'ECAM afin de concourir pour le double scrutin législatif et municipal ont été rejetées, bien que les dossiers soient en règle. Une fois de plus, l'administration, par la voix de l'ECAM, vient de montrer qu'elle s'ingère, qu'elle s'immixe quotidiennement aux problèmes internes, au fonctionnement interne de l'UPC. On était dessus, nous avons voulu que l'UPC aille aux élections, bien que pourra, mais nous sommes obligés d'aller aux élections municipales et législatives. Pour la tête de liste au municipal à la tendance UPC Balegan-Côte, par ailleurs maire d'Edéa premier, ce rejet fait suite au non-respect de l'autre tendance des résolutions du congrès de l'UPC en 2017. Pendant longtemps, nous avons décrié cette imposture à l'UPC qui nous ont amenés à saisir le chef de l'État pour appeler sa très haute attention quant à cette situation qui devait arriver. Du côté de la fraction de l'UPC de Bas-Polipote,
Le conseil électoral de l'ECAM n'a que fait son travail. Nul n'est censé ignorer la loi. Dès lors qu'il y a deux listes pour un même parti politique, il est de son droit pour l'ECAM de rejeter ces listes-là. Pour l'heure, c'est un discours d'apaisement au sein des différentes bases des deux fractions. Les institutions qui sont chargées de gérer ce problème ont des délais bien précis. Et je crois que ces institutions-là vont rendre leur copie dans les délais. On est sûr que les statuts de l'UPC, la loi sur les associations à caractère politique, sont de notre côté. En attendant que le droit soit dit par les juridictions compétentes, les potentiels candidats restent sereins mais optimistes. Et on s'intéresse amplement à ce hors-jeu de l'UPC avec vous du côté de la capitale Yaoundé. Alain Ghislain Kanga, bonsoir. Catherine Mokouri, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, et parmi les grands absents de ce scrutin, l'Union des populations du Cameroun. Ce parti historique ne participera pas aux élections du 9 février prochain à cause de son bicéphalisme. Pour comprendre ce hors-jeu, suivons cet élément de Delphine Fonkotele et Samuel Bonis. Le tamis d'Elections Cameroun n'a laissé passer aucune des deux listes introduites par les deux factions de l'Union des populations du Cameroun. Une disqualification qui surprend les militants du Parti des nationalistes. On ne peut pas imaginer qu'on va aux élections si l'Union des populations du Cameroun accepte d'aller aux élections et on écarte le processus électoral. Ça nous a suffi une manière de ne pas respecter la mémoire de ceux qui sont morts pour ces pays. Le prix du bicéphalisme payé comptant. La partie d'un code balégal que nous avons rencontré ce 10 décembre à son quartier général à Nomayos demande que la loi soit dite. Et si on ne la dit pas, ça veut dire qu'on n'est pas dans une république. Une république, c'est les hommes, c'est une législation et c'est les intérêts communs. Quand vous froissez la loi d'un pays, vous arrivez à ce que nous voyons là. En face, Bapolipote n'honore pas au rendez-vous pris à l'hôtel des députés. Sauf qu'on souhaitait avoir une réaction de vous. Le leader de l'autre faction de l'UPC que nous avons finalement eu au téléphone se refuse de tout commentaire avant de nous renvoyer chez le président du parti qui déclare lui aussi ne pas parler à la presse. Depuis la publication des listes de candidatures aux législatives et municipales par Elecam, la partie d'un code balégal s'occupe à peaufiner les éléments nécessaires pour le contentieux électoral. On réunit face paisible les éléments pour leur dire que ce rejet n'est pas un rejet légal, pour leur dire qu'il y a une seule UPC avec une seule direction et que la deuxième liste c'est quelque chose qu'ils ont créé eux-mêmes. Les recours introduits auprès du Conseil constitutionnel et devant les tribunaux administratifs feront la lumière sur cette affaire. Et le verdict du Conseil électoral affiche pour les législatives 19 dossiers de candidature rejetés et 43 pour les municipales. Une bribe d'espoir reste sur les recours éventuels, recalés et recours. C'est un sujet d'Arnaud Gueffac et Samuel Bonis. Dans le champ des législatives, 19 dossiers sont restés du mauvais côté du tamis du Conseil électoral. Des rejets justifiés par divers manquements. 10 partis politiques essuient cette première défaite à la proclamation des listes. L'Union des populations du Cameroun vedette de cette catégorie. Le prix payé pour son bicéphalisme. À chaque circonscription convoitée par l'UPC, 2 listes du même parti reçues par Elections Cameroun. Le PADEC talonne l'UPC dans cette cour des recalés. Non-paiement de caution, liste incomplète, entre autres, constitue son panier de péchés. Il y a le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, l'Union démocratique du Cameroun, parmi la dizaine mis en quarantaine. Pour ceux de ces partis non satisfaits, le décompte leur donne 2 jours à compter de la date de publication pour saisir le Conseil constitutionnel. Confère article 129 du Code électoral. Le Conseil, lui, dispose de 10 jours maximum pour y statuer. Les municipales ont aussi fait des recalés. 43 listes sur le tableau des rejets. Pratiquement les mêmes manquements. Manque d'argent pour le cautionnement, liste incomplète ou encore bicéphalisme pour le même peloton de tête. Parmi eux, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, recalé dans la région de l'extrême nord.
La loi électorale, en son article 189, leur offre le tribunal administratif comme case appellable où les recours seront examinés. 5 jours à compter de la publication des résultats pour porter à son attention les contestations ou réclamations. Et le tribunal administratif compétent dispose de 5 jours à compter de la date de la saisine pour statuer. Ça doit donc se jouer là-bas pour la suite. Et après la publication des listes de candidatures législatives et municipales, les candidats attendent jusqu'ici les listes nominatives pour savoir exactement qui représentera quel parti. Brown Kamga suit pour nous cette activité depuis hier. Il est avec nous en plateau. Brown, bonsoir. Vous revenez fraîchement du terrain. Quelle est la situation qui prévaut à Elekam? Bonsoir Langislan Kanga et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Il faut dire qu'après cette publication, il y a exactement 24 heures maintenant, on ne sait qui portera la liste de quel parti à ces législatives et municipales. La situation est un peu confuse au siège d'Elections Cameroun où nous sommes rendus depuis ce matin. Pour quelles raisons? Sécurité très renforcée, accès très filtré. La presse particulièrement n'était pas la bienvenue au siège d'Elections Cameroun en cette matinée. À la question de savoir pourquoi, la sécurité nous a fait savoir que les uns et les autres étaient en réunion à divers niveaux. Nous avons pu, juste quelques minutes à l'entrée sur ce plateau, nous avons pu obtenir la cellule de communication d'Elections Cameroun qui nous fait savoir que jusqu'ici, elle n'a reçu aucune liste nominative venant du Conseil électoral, parce qu'il faut le dire, c'est le Conseil électoral qui va publier les listes nominatives et les mettre à la direction, à la disponibilité de la direction générale d'Elections Cameroun. Jusqu'ici, donc, c'est un tout petit peu de l'impasse. Et si on s'en tient à l'article 187 du Code électoral, qui donne donc la publication des listes de candidature 60 jours avant le début du scrutin, Elekam a donc jusqu'à minuit pour pouvoir publier ces listes, contrairement à ce que d'aucuns pensent. Ce n'était pas hier, c'est bel et bien à minuit ce soir, et jusqu'ici, rien de bon ne filtre. Et Brown, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre exactement? Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? La cellule de communication d'Elections Cameroun nous a fait savoir qu'elle procédera certainement par des canaux de réseaux sociaux pour informer les Camerounais de qui représentera tel ou tel parti pour ces législatives et municipales. On attend donc jusqu'ici, et tout porte à croire que les tractations se jouent ici au niveau, parce que il y a plusieurs listes qui ont été investies. On parle ici notamment du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, où dans certaines localités, on ne sait exactement qui finalement a été sélectionné pour porter la liste du parti, soit aux législatives, soit aux municipales. À ce niveau, donc, se jouent les tractations, et en principe, on devrait, d'ici à quelques heures, d'ici 3-4 heures, pouvoir obtenir finalement ces listes. Il faut dire que jusqu'à hier soir, la presse a eu la promesse de recevoir ces listes nominatives cette journée. Jusqu'ici, il n'en est rien et on attend. Merci Brown. Je rappelle que vous faites partie du DEX politique de la rédaction de Canal 2 International. On poursuit ce 19h50 avec la lutte contre les violences, la sécurisation des élections, le programme des Nations Unies pour le développement qui renforce les capacités des forces de défense et de maintien de l'ordre. Un atelier de 3 jours qui permettra de traverser les stratégies et parer ainsi à toute éventualité pendant les échéances électorales à venir. Charles Robert Itoc et Thierry Nana. Double scrutin à venir, les forces du maintien de l'ordre sont outillées afin de mieux gérer ce moment délicat pour le pays et pour le peuple. Un atelier sur la prévention des violences et la sécurisation des élections se tient à Douala sous la houlette du gouverneur de la région du littoral. La région du littoral en général, et Douala en particulier, est une région sensible en matière électorale, et il est important que les forces de défense et de sécurité puissent, n'est-ce pas, être en mesure de gérer toutes sortes de difficultés et toutes sortes
violence. Excuse pour ce problème technique. On poursuit ce journal avec le coup d'accélérateur sur le chantier de la construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène, signature d'une convention commerciale pour la réalisation de la partie urbaine qui traversera Yaoundé presque de bout en bout. Accord entre Célestine Ketia-Cortés et le ministre de l'Habitat et Li Dianbing, directeur général de CCC Cameroun, maître d'œuvre. Le point avec Lung Vanda et Rodrigue Tongué. Fermez les yeux et imaginez entre le carrefour Ahala et Bastos, en passant par le carrefour Sam, les 3 statues en Volier, les messes des officiers au Lézois et le carrefour Warda, 11 échangeurs, pas moins. 10 passerelles sur 12 km d'itinéraire, 2 voies x 3 avec terre-plein central, un trottoir de 2 mètres. C'est la partie urbaine de l'échangeur de Yaoundé. Ça, c'est le rêve en 3D. Rouvrez les yeux. Il faut de l'argent pour transformer ce rêve en réalité. La partie race campagne de ce projet est presque achevée, mais le chantier n'est pas bouclé. En revanche, un frémissement ce mardi au cabinet du ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Signature de contrat commercial pour la construction section urbaine autoroute Yaoundé, aéroport de Simalène, avec le chinois CCC. Une opportunité que saisit le Cameroun. Signer ce contrat commercial avec l'entreprise qui est déjà mobilisée, installée sur le terrain et qui est à la phase, je dirais, finale de la section race campagne, pour qu'il n'y ait pas de pause, mais qu'il y ait l'accélération du chantier. Toutes les études bouclées, il faut rechercher un peu plus de 276 milliards de francs CFA pour voir les 10 passerelles et les 11 échangeurs sortis de terre. Et surtout, avoir une autoroute entre le carrefour Bastos et le carrefour Ahala. Là où s'arrête ici, se joue aussi l'autoroute partira à campagne entre l'aéroport de Yaoundé et Simalène et Ahala, déjà réalisé à 90% et qui sera ouvert au public en février-mars prochain. Le partenaire chinois a son passeport pour ce financement. Avec ce contrat commercial, on a fait un démarrage important pour la mise à disposition du financement. À terme, Bastos-Simalène, ce sera à 15 à 20 minutes en voiture. Et surtout, plus de routes coupées à l'occasion des navettes présidentielles. Les Chinois assurent que c'est possible. Et depuis hier se tient à Yaoundé un atelier régional qui se poursuit sur la tarification extérieure commune et le code des douanes commencé en août 2018. Les experts formulent des recommandations pour une mise en œuvre efficiente sur ces outils qui vont consolider et faciliter les échanges dans la sous-région. Janice Kamga et Constant Kamga les ont assistés. Voici leur compte-rendu. Des questions économiques et commerciales à l'ordre du jour, une trentaine d'experts constitués un comité technique et issus des différentes communautés économiques et monétaires d'Afrique centrale en cogitation. Objectif, l'établissement d'un tarif extérieur commun harmonisé et d'un code des douanes applicables par tous en Afrique centrale. Il est question donc de fusionner la CEAC et la CEMAC, l'objectif étant d'avoir un marché plus important, d'avoir des débouchés plus importants pour les produits de ces 11 pays. Deuxième jour des travaux aujourd'hui, la codification rencontre quelques obstacles techniques et pratiques. Il faut évacuer au maximum les points d'achoppement. Le consensus conditionne la bonne gestation de cette union plus large. Certains États demandent de fermer l'importation de l'huile de palme dans la sous-région. D'autres demandent que les explosifs soient fermés. On a plus de 4500 lignes déjà validées sur les 5500-600 que compte le nouveau tarif extérieur commun. Aux actifs, des avancées considérables. Il fallait un financement complémentaire pour terminer les travaux. Grâce aux efforts du comité de pilotage de la nationalisation, vous voyez qu'on se réunit aujourd'hui. Il nous reste maintenant le chapitre 97 jusqu'au chapitre 97. À la satisfaction partielle des hauts responsables des douanes. On peut dire que les négociations se passent tranquillement avec les pays frères
du Rwanda, du Burundi qui nous rejoignent dans ce travail. L'examen du projet du tarif extérieur commun et du code des douanes se poursuit jusqu'au 13 décembre. Les États membres et les populations attendent impatiemment les retombées de ce Graal. Et la suite de ce 19h50, c'est à Douala avec vous et Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir à vous, Alain Ghislain Kanga. À votre suite, on parle d'énergie renouvelable. Les femmes venues des contrées lointaines du Cameroun se familiarisent à l'énergie solaire, favoriser l'auto-emploi, réduire les délestages et éclairer les zones rurales. C'est l'objectif de cette formation spécialement ouverte aux femmes. Monique Naoussi, Fosso et Henri Chinda pour plus de précisions. Victime à répétition de délestage électrique dans son village à Ebolova, Ada a décidé d'y trouver un palliatif à travers l'énergie solaire. Et elle fait partie de la vingtaine de femmes parties de différentes régions du Cameroun pour Douala, où elle se forme à l'installation d'une plaque photovoltaïque. Chez nous, il n'y a pas de lumière. Bon, je peux installer mon énergie solaire au village. Bon, ça peut me permettre à mettre une machine à écraser. On me paye, je peux placer ça n'importe où au village. J'ai pu apprendre qu'au travers des énergies solaires, on n'a pas besoin de régulateur de tension. Donc la tension n'est pas très haute quand on utilise cette énergie solaire. Et il est aussi avantageux économique, d'autant plus que nous avons trop de coupures intempestives d'énergie. Les énergies renouvelables constituent le 7e objectif des ODD, objectif de développement durable. Une vision que les organisations de la société civile capitalisent pour promouvoir le taux-emploi. C'est ainsi que nous aurons, après la formation, nous aurons les dames qui pourront s'auto-employer, créer des petits emplois comme la gestion d'une machine à écraser au quartier, comme installer les ampoules solaires à énergie solaire dans les villages, dans les zones rurales. Selon des ingénieurs, le climat et le sous-sol camerounais offrent des opportunités à développer l'énergie solaire. Le panneau solaire est constitué du silicium. Les derniers chiffres de la Banque mondiale par rapport à l'exploitation du sous-sol camerounais, quoi qu'ils ont mis sur pied en vue plus de 350 minerais rares, de terres rares, et beaucoup de terres sont ceux qu'on utilise dans l'électrotechnique. Donc, c'est au gouvernement de trouver des méthodes pour créer des entreprises capables de produire ces composants pour être réutilisés dans le solaire. L'énergie solaire, une alternative aux coupures intempestives d'électricité et notamment une réponse à la carence de lumière dans les zones rurales. Après l'école de l'énergie solaire, on s'intéresse à l'éducation sexuelle des jeunes. Près d'un quart de la jeunesse connaît son premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans. Un état des lieux qu'il expose à de nombreux mots. Pour changer la donne, les experts préconisent une éducation sexuelle complète. Cependant, le contexte camerounais, voire africain, est souvent réfractaire à ce type d'éducation. Une réalité qui essaie de changer certains enseignants. Robert Charlitoc et Thierry Nana nous en disent plus dans cet élément. Le bien-être et la santé pour tous en Afrique passent par l'éducation à la sexualité. Au Cameroun, plusieurs sont les jeunes qui ont leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans. Un état des lieux qui nécessite un accompagnement. Pour terminer son éducation, il faut être en bonne santé. Et il faut pouvoir apprendre dans de bonnes conditions. Et donc il faut qu'il y ait des programmes d'éducation pour la santé et le bien-être en milieu scolaire, pour que les jeunes puissent éviter les grossesses précoces et non désirées, puissent éviter le VIH. L'atelier de réflexion stratégique sur la formation des enseignants en éducation pour la santé et le bien-être vient proposer des solutions pour une éducation sexuelle complète afin de permettre une éducation saine des enfants. Nous avons mis en place un dispositif de renforcement de capacité, mais surtout de mobilisation des parents. Parce que pour nous, le premier pas, c'est d'abord les parents. Et ensuite, les parents, les enseignants, les élèves, bien sûr. Mais l'appropriation passe par la communauté. Toutefois, au Cameroun, comme en Afrique, nombreuses sont les difficultés qui font ombrage à l'implémentation des politiques pour une éducation sexuelle complète. Certains parents considèrent encore ces aspects comme tabous de nos jours. Alors que généralement, même si l'enseignant n'en parle pas dans la salle de classe,
Nous avons l'Internet, les réseaux sociaux, nous avons beaucoup de nouvelles technologies de l'information et de la communication qui renseignent nos enfants. 3 jours d'atelier permettront aux experts venus de plusieurs pays de passer en revue les programmes et approches de formation des enseignants, les améliorer et produire des recommandations. Et on ouvre à présent la page des sports de ce 19h50. Une mission de contrôle et d'homologation des infrastructures de la Fédération camerounaise de football a visité le stade municipal de Melon lundi. Question de juger l'état de réhabilitation de ce stade suspendu depuis 1 mois. Les chances que Stade Renard, l'équipe locale, y rejoue sont de plus en plus grandes. C'est ce que nous disent Marc-Lionel Chameau et Emmanuel Bomba. Le stade municipal de Melon reçoit ce lundi la visite de la mission de contrôle et homologation des infrastructures de la FECAFOOT. Cette dernière vient s'assurer de la réhabilitation, de la mise à jour de cette arène suspendue depuis plus d'1 mois par le comité technique transitoire de la Fédération camerounaise de football. 2 semaines de travaux plus tard, il y a comme une pincée de satisfaction. Je suis satisfait parce que j'étais déjà ici au final départemental du Bongo. Et le degré d'avancement des travaux, je pense que je peux le situer à 90%. Et le maire nous a certifié que la peinture, le remblage sera fait demain. C'est à la suite de la rencontre Stade Renard de Melon, Coton Sport de Garoua, comptant pour la 4e journée de l'Elite One, que le CTT avait décidé de suspendre ce stade, à qui il reprochait une mauvaise qualité de l'aire de jeu et des buts pas aux normes. Les supporters de l'équipe locale voient en la présence de cette mission de la FECAFOOT un retour rapide à la normale. Le message que nous lançons à FECAFOOT, puisque nous avons un papa, nous l'appelons même plus monsieur le maire, c'est un papa qui est soucieux pour sa ville. Depuis dès lors on a suspendu le stade, il a mis tout en œuvre pour que le stade soit OK. Donc nous avons l'espoir que nous pouvons jouer la prochaine rencontre, donc qui est dimanche dans notre groupe. La suspension de ce stade n'a pas facilité l'équipe locale, contrainte de recevoir ses matchs à Tchang. Les supporters avaient également de la peine à se déplacer. Nous avions joué dimanche à Tchang. J'ai eu la chair de poule de voir qu'il y a 4 gars de Melon sur la moto, qu'après la victoire, il y avait 2 qui dansaient derrière la moto comme ça. Imaginez qu'un temps soit peu que la roue avant trouve le trou. C'est la catastrophe. Tout le monde dans la ville de Melon attend impatiemment la levée de suspension de leur stade fétiche. Et toujours en sport football, Alexandre Song, ambassadeur et supporter du HCR, promeut l'inclusion et la solidarité entre les communautés réfugiées et autochtones à travers le sport. Le tournoi baptisé Song Solidarity Games with Refugees vient de s'achever dans la poule basée à Minganga. L'équipe de Gado Badjere s'est qualifiée pour le tournoi national. Eric Nguele pour plus de précisions. Développer des liens de solidarité et d'inclusion à travers l'esprit sportif, tel est l'objectif poursuivi par le tournoi de football dénommé Song Solidarity Games with Refugees, parrainé par Alexandre Song, ambassadeur du HCR. Attirer vraiment l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la cause des réfugiés, en passant par des personnalités importantes comme M. Alexandre Song. Sur le plan éducation, Alexandre Song a apporté de l'appui à certains jeunes réfugiés. Il les accompagne au niveau scolaire, il va les accompagner jusqu'à l'université. Il a accompagné les jeunes dans les sensibilisations, l'utilisation de l'eau potable, que ce soit sur le plan de la santé, mère et enfants. Composée à 50% de réfugiés et d'autochtones, la poule du sous-bureau du HCR à Minganga a vu la participation des camps des réfugiés centrafricains de Borgop, Ngam, Djoron et Gado Badjere dans un système de play-off. En levée de rideau, l'opposition des voisins, Ngam et Djoron, s'est soldée par un score vierge au terme du temps réglementaire. Et c'est au tir au but qu'ils se sont départagés 13-12 en faveur de la formation de Ngam. Gado, quant à lui, a disposé de Borgop 2 buts contre 1. La finale a sacré Gado dont les joueurs sont restés frais et concentrés jusqu'à la fatidique épreuve des pénaltys. 4-3 score de la partie, ce qui fait de Gado le plénipotentiaire du sous-bureau de Minganga au tournoi national prévu à Yaoundé. On était ensemble dans le cohésion sociale, on a travaillé depuis avant cette compétition. C'est ça qui a fait votre force. C'est ça qui a fait notre force de réfugiés camerounais. Tout s'est déroulé dans la joie, le fair play et la fraternité autour du ballon rond et des valeurs poursuivies
par leur idole, Alexandre Son. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez demain, lorsqu'il sera à 13h, à la présentation de votre édition de la mi-journée, Lille Piedjou. J'aurai le plaisir de retrouver à 19h50 sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous.